TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, des investisseurs de la Fondation Tony Blair en visite au Togo. Ils étaient en séance de travail ce jeudi avec le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe. Séance, vous le voyez, à la primature. C'est une question récurrente. Comment lutter contre l'érosion des côtes? Nous irons ce soir au Ghana où la mer dévore par endroits la côte. Un défi pour tous les continents. Et puis mondial, Qatar 2022, jour J-3, dans la capitale qatari, la fièvre monte. Comment s'organisent les arrivées? Reportage à suivre en fin de journal. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Et à l'ouverture, cette séance de travail à la primature, autour de la table, le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe, des investisseurs européens de la Fondation Tony Blair, une mission de prospection des opportunités d'affaires au Togo, la teneur des échanges avec Yasmine Kotia. Dans la salle de conférence de la primature, des investisseurs mobilisés par la Fondation Tony Blair Institute. Une mobilisation suivant la vision du chef de l'État fort et Nyan Singbe. Ils sont attirés par le climat des affaires qu'offre le Togo et ici attentifs à la communication du chef du gouvernement, Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe, qui leur présente les atouts du Togo en matière d'investissement avec aujourd'hui en ligne de mire la PIA, plateforme industrielle d'Adeti Copé. La plateforme industrielle Adeti Copé, qui est aujourd'hui une plateforme dans un des secteurs cibles, est la chaîne de valeur du textile. Ils auront l'opportunité de voir sur le terrain ce qu'on leur a dit. Pour eux, choisir le Togo, c'est choisir également d'associer leur nom à une destination. Ils ont attiré l'attention sur certains aspects sur lesquels on devrait travailler pour éviter qu'il y ait une duplication au Togo des mauvaises expériences d'autres pays. Renforcement des infrastructures, énergie, télécommunications, l'industrialisation, les domaines d'attraction sont multiples et le Togo continue à séduire par ses différentes potentialités naturelles. Dans la proposition de valeur du Togo, ils ont retrouvé des éléments qui sont importants pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, on veut que les investisseurs s'installent chez nous, mais un peu en même temps qu'il y ait, je dirais, une croissance inclusive et durable. On a insisté sur ces aspects-là qui résonnent chez eux. On a parlé également de la qualité du coton qui est disponible dans la sous-région et du centre de formation ouvert sur le site d'Adeti Copé où on a pratiquement 800 jeunes qui sont déjà en train d'être formés avec une capacité de 2000. Tous ces éléments, je dirais, sont des éléments qui les rassurent. Les investisseurs ont eu à exposer des préoccupations qui ont eu satisfaction, notamment en matière des objectifs de développement durable, du respect de l'environnement qui se joue au niveau mondial. Et la prospection, regarder, évaluer les opportunités au plus près, eh bien c'est à PIA, la ministre en parlait tout à l'heure, à Adeti Copé. En visite sur la plateforme industrielle, eh bien ces investisseurs étrangers ont flairé les bonnes affaires de près. La visite, le compte-rendu de Carmen Madjiakapo. Des investisseurs britanniques, américains, pakistanais, kenyans et sri-lankais sur la plateforme industrielle d'Adeti Copé PIA. Ils représentent de grandes marques et fabricants du domaine du textile. Avec attention et intérêt, ils ont suivi tout ce qui se fait au centre de formation en couture industrielle de la PIA. Ils en sont enchantés. Et ce que j'ai vu jusqu'à maintenant est extrêmement intéressant, extrêmement motivant. Et pour nous, ça représente un potentiel qui est très très important. Il y a une chose qui fait aussi, qui est très très intéressante, c'est le fait de voir qu'au lieu d'exporter des produits bruts, vous allez avoir la possibilité de convertir tout ça et d'exporter des produits finis. La plateforme industrielle d'Adeti Copé PIA favorise la transformation sur place des matières premières locales.
soja, coton et autres jusque-là destinés à l'exportation. Les entrepôts de coton sur la plateforme se garnissent déjà bien. Ces hommes d'affaires étrangers l'ont constaté aussi. En coordination avec le ministère de la promotion de l'investissement, le ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale, on a travaillé ensemble pour emmener des investisseurs dans le secteur du textile et de l'habillement. Il y avait des grandes marques comme Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Under Armour et bien d'autres qui habillent. On a justement travaillé avec eux pour montrer la véracité des choses qu'on a promis. Et maintenant, on veut justement qu'ils puissent investir, que les t-shirts, les chemises, les pantalons puissent sortir en fait des usines du Togo, le Made in Togo soit une réalité. L'implantation des usines de ces potentiels investisseurs au Togo va contribuer à combler le manque à gagner local dû à l'exportation du coton. Nous nous rendons compte que le projet de la plateforme industrielle d'Adéti Corp est vraiment dans sa phase de matérialisation. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que tout ce qui était imaginé, pensé, était défini comme projet. Aujourd'hui, nous touchons vraiment la réalité sur le terrain. La PIA est aujourd'hui une zone économique spéciale pour les investisseurs locaux et étrangers avec un régime fiscal avantageux pour faciliter les démarches administratives. Elle va contribuer à la création de 35 000 emplois directs et indirects pour les jeunes et les femmes. La plateforme est donc un catalyseur de soutien à la croissance et le développement socio-économique du Togo. Et les bonnes affaires, c'est aussi dans la filière soja, prêt-parté, achat, vente soja. Eh bien, le coup d'envoi de la campagne de commercialisation, c'est ce jeudi à Ngotchan. La période des bonnes affaires court jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. Sylvain Raboujou. 300 francs, c'est le prix au kilo du soja graine pour le compte de cette campagne de commercialisation 2022-2023. Le prix a été annoncé au cours de ce grand rendez-vous ici à Notien, rencontre qui a réuni toute la famille, notamment producteurs, commerçants et exportateurs de soja. Une rencontre pour définir de nouvelles orientations et procéder par la même occasion au lancement officiel de cette campagne qui va du 15 novembre au 30 juin 2023. On ne s'attendait pas à ça, mais comme le prix vient d'être fixé à 300 francs le kilogramme, on dirait que c'est bon. Et dans quelques jours aussi, on verra si on aura encore des avancements sur le terrain. Si on pèse, c'est mieux, parce que même si c'est un seul grain de soja qui tombe par terre, si c'était sur la balance, ça a déjà un poids. Donc c'est ce qu'on compte faire cette année. On fixait les prix planchers, mais cette fois-ci, comme vous l'avez constaté, ce n'est pas un prix plancher que nous avons fixé. Nous avons fixé un prix qui doit être pratiqué. Vous savez, les années dernières, on fixait les prix planchers, mais ça ne se respectait pas. Par exemple, la campagne dernière, on a fixé le prix plancher à 205 francs. Les 205 francs, la semaine qui a suivi en même temps, les prix sont allés au-delà de 260 en même temps. Et donc cette année, on a fait l'exercice pour fixer un prix qui doit être pratiqué par tous les acteurs sur le terrain. Et donc c'est ce prix-là que chaque acteur doit respecter sur le terrain. La production cette année est estimée à 200 000 tonnes par rapport à la campagne dernière qui était de 150 000 tonnes. À travers ce lancement, des mesures ont été également prises par le CIFS, Conseil interprofessionnel du soja, qui davantage réglemente le secteur pour un bon respect des règles en matière d'achat. On a mis un comité de discipline, on a mis aussi une grille des sanctions. Ça, c'est pour réprimander, corriger ceux qui vont aller au-delà de nos prescriptions. À travers cette céréale, le Togo est reconnu meilleur pays exportateur de soja bio en Europe. Une position qu'il compte maintenir avec dynamisme et efficacité pour non seulement exporter, mais aussi répondre à la politique de transformation sur place des produits au Togo. Et un peu comme en écho à la filière soja, l'appel de Emmanuel Cheyi Adebayor aux jeunes à s'adonner à l'agriculture. Le footballeur en reconversion a présenté hier son projet de promotion du secteur agricole en 2 volets, formation, emploi, les précisions de Christine Pétekialoudé. Cultiver la terre pour créer de la richesse, le projet d'incubateur en agrobusiness de Cheyi Emmanuel Adebayor se concrétise. Pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes par l'agriculture, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football a son schéma. Formation, appui conseil,
accompagnement personnalisé et facilitation de l'accès au financement. C'est un projet d'incubation et d'insertion des jeunes Togolais en agrobusiness, c'est-à-dire qu'on va les former, on va les outiller, on va les préparer à devenir des agro- ou des agri-entrepreneurs. Il y a tout un accompagnement post-formation. Le projet s'intéresse aux jeunes de 18 à 35 ans de toutes les régions du Togo qui ont un projet ou une idée de projet innovant. Les sélectionnés suivront le processus gratuitement, mais une condition essentielle, il faut être disponible. Il faut que l'apprenant démontre, le candidat démontre qu'il est vraiment motivé pour être un agro-entrepreneur. Ça peut passer par ses activités antérieures ou ses engagements dans le secteur agricole. On fera aussi attention à la répartition équitable des gens, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes dans chaque cohorte. Le ministère de l'Agriculture, à travers l'INFA de Tové, soutient ce projet. Le PNUD également, aux côtés de la Fondation Cheyi Adebayor, apporte son appui. Pour nous, ce sera l'occasion de faire croiser l'ensemble de nos programmes ici au Togo entre ces jeunes que nous allons soutenir à travers ce programme-là d'agripreneurs et les dames qui sont déjà dans la productivité, dans la production, parce qu'il y a un gap à ce niveau-là. Donc c'est une complémentarité que nous allons faire et aussi essayer de faire en sorte que les chaînes de fournisseurs soient établies entre ceux qui achètent les productions, en tout cas de ces jeunes agriculteurs-là, selon les filières porteuses et ce qu'on peut mettre sur le marché. Cheyi Adebayor attend d'ici 3 ans des centaines de jeunes formés et prêts à démarrer leur activité. C'est sa façon à lui d'apporter sa pierre à la construction du pays. Je vais essayer d'être avec les jeunes. On va être disciplinés, on va travailler dur pour pouvoir rehausser le nom de notre pays. C'est à nous de prendre le relais. C'est à nous les jeunes de travailler. Pour préparer les jeunes leaders de demain, on doit être tous ensemble, on doit travailler ensemble, main dans la main pour que on puisse créer d'autres leaders dans d'autres domaines. Le lancement officiel de ce projet se fera ce vendredi à Lavier, dans le Cloto, site d'hébergement du centre de formation des jeunes. Et la suite est la grande caravane ce matin dans la rue de Lomé pour annoncer les journées portes ouvertes du diabète et de l'alimentation saine. À l'initiative, l'association Jeunes Intellect pour la sécurité alimentaire et l'association togolaise du diabète. Elle donne rendez-vous aux populations du Grand Lomé pour se faire dépister et avoir des informations sur la maladie et ses complications. Plusieurs autres activités sont au programme de ces journées et portes ouvertes sur le diabète. Dans l'actualité, ce jeudi, également l'accord signé entre le ministère des enseignements primaires et secondaires et 29 radios locales. Elles sont toutes issues des 5 régions du Togo. La convention porte sur la qualité et l'équité de l'éducation de base. En quoi va consister l'accord signé entre les deux parties? Les explications de Sylvain Raboudou. Le gouvernement multiplie davantage des actions pour mieux asseoir une éducation de qualité aux apprenants. L'une des stratégies, la mise en œuvre du projet Amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, PAQUEB, un projet piloté par le ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire pour une éducation plus inclusive et surtout mieux soutenir le plan sectoriel de l'éducation 2020-2030. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement de l'éducation de base, de promouvoir la scolarisation de la jeune fille et de renforcer de façon résiliente le système éducatif. Pour mieux assurer la visibilité de ce projet, une convention a été signée avec 29 radios locales, convention concrétisée à travers cette signature visant à mieux communiquer sur le projet. Simplement pour accompagner le gouvernement dans sa politique d'améliorer la qualité de l'éducation. Et ces radios locales, nous pensons, va représenter le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat dans les communications, sensibilisation des communautés, des parents d'élèves que nous sommes, pour que la politique mise en place pour pouvoir améliorer la qualité de l'éducation puisse être mise en œuvre. Il s'agit pour les radios partenaires de réaliser des émissions, des reportages pour éduquer la population sur la qualité de l'enseignement. Ces émissions se feront surtout en langue locale pour aider la population à cerner le but du projet. Ce cas de partenariat
consiste à relayer, à sensibiliser et à informer les populations à la base, bref, à mobiliser les acteurs du système éducatif local autour de la qualité de l'enseignement. Cela va consister concrètement à véhiculer des messages clés du secteur en langue locale pour mobiliser les parents qui sont des acteurs non négligeables du système pour la construction d'une école de qualité. Ce projet, conçu et élaboré par le gouvernement, est financé par le Partenariat mondial pour l'éducation PME et l'Association internationale de développement IDA. Il est 20h16. L'actualité à l'étranger. Au Bénin d'abord, les démocrates sont tickets pour les législatives prochaines. Elles sont prévues pour janvier 2023. 6 partis ont vu leur dossier validé par la Sénat, la commission électorale, mais pas celui des démocrates, le principal parti d'opposition de l'ancien président Thomas Yayi-Boni. À Goma, en République démocratique du Congo, un deuxième groupe de soldats kenyans de la force régionale africaine est arrivé sur place. Le chef-lieu Nord Kivu, vous le savez, est sous la menace d'une attaque des rebelles du M23 qui poursuivent leur offensive. Un deuxième groupe de soldats kenyans de la force régionale est-africaine en République démocratique du Congo a atterri mercredi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. 4 jours après l'arrivée d'un premier contingent d'une centaine de soldats. Ils seront rejoints par des troupes d'autres pays d'Afrique de l'Est devant aider le gouvernement congolais à combattre les rebelles qui contrôlent actuellement certains territoires. C'est en juin dernier que les chefs d'État de l'Afrique de l'Est ont approuvé la création de cette force régionale. Le général Chiko Chitambwe fonde ses espoirs dans ce soutien. J'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise. As a force commander, that is very clear to me. En tant que commandant de la force, c'est très clair pour moi. Nous sommes ici pour protéger et défendre l'aéroport international de Goma, y compris le quartier général de la force, pendant que les autres processus se poursuivent. En plus des soldats kenyans, cette force comptera 2 bataillons de l'Ouganda, du Burundi et du Soudan du Sud. Le commandant kenyan Jeff Niaga dirigera les opérations qui s'articuleront sur plusieurs axes stratégiques. La guerre n'apporte pas nécessairement la paix. Vous devez poursuivre la diplomatie. Le deuxième point sur cette voie, qui est très important pour vous, c'est la question du désarmement et de la démobilisation. Il ne s'agit pas seulement de cibler le M23, car nous semblons tous nous concentrer sur le M23, mais il y a plus de 120 groupes armés dans l'est de la RDC. Et ils sont à l'origine d'un degré important d'insécurité. Si ces 2 voies échouent, alors nous passerons automatiquement à la 3e voie, c'est-à-dire à l'action militaire. Contrairement à la MONUSCO, la force est-africaine est une force d'intervention et non une force de maintien de la paix. En attendant, les affrontements se poursuivent entre l'armée et les rebelles du M23. L'environnement évoqué aussi ce soir dans cette édition, je vous l'annonçais dans les titres. Comment lutter contre l'érosion des côtes? Eh bien, tous les continents de la planète sont confrontés à ce défi climatique. Le Togo, vous le savez, subit aussi les terribles conséquences. C'est le cas aussi au Ghana, où la mer gagne, vous allez le voir, par endroits. Regardez donc ce reportage TF1. Tout le long de cette plage, c'est un triste slalom entre les morceaux de béton. Difficile d'imaginer qu'ici, il y a seulement un mois, Et si Tété nous aurait accueillis chez elle. Juste là, il y avait ma chambre. Et ma maison allait jusque là-bas. Elle était très grande. Elle est une des dernières sinistrées d'un village qui sera bientôt totalement englouti si rien n'est fait pour stopper la montée des eaux. On dormait quand l'eau est entrée dans la maison. Il y avait ma fille, mon fils et mon mari. On est tout de suite sortis. C'était si puissant que tout s'est effondré dans la nuit. On a tout perdu. Salakopé est un des symboles de l'érosion au Ghana. Chaque année, le pays perd en moyenne 2 mètres de côte. Dans les zones les plus touchées, la mer peut avaler 17 mètres de terre en une année. On va là où était le village avant. Pour saisir l'ampleur du phénomène, ce pêcheur nous emmène au large.
Autour de nous, il y avait plein de maisons, des cocotiers partout. Là, c'était nos terres. La mer a tout détruit. Tout ce qui nous faisait vivre a disparu, donc on vit dans la peur. À l'origine de cette catastrophe, le réchauffement climatique, mais surtout la croissance frénétique du littoral. En amont, les barrages hydroélectriques perturbent tout l'écosystème. Ils retiennent dans la rivière les sédiments qui normalement renforcent les côtes. L'activité du port international ne cesse de croître. La population a doublé en 30 ans, passant de 15 à 30 millions. Le littoral, qui concentre le quart des habitants, se bétonne. C'est un fléau qui accélère encore l'érosion, l'extraction illégale du sable. Partout sur la plage, aux yeux de tous, ils sont extrêmement nombreux à envoler pour alimenter les chantiers. Pas de réseau organisé, mais des jeunes hommes, voire des enfants, qui agissent par petits groupes. L'un d'entre eux a accepté de nous parler, visage caché. Sur cette plage, on est 15 ou 20 à le faire. On utilise ces filets. Le sable passe, mais les plus gros coquillages restent. C'est eux qui donnent les briques les plus solides. Ce trafic, c'est celui des plus pauvres. Quand j'étais petit, vers 10 ans, je suis devenu orphelin. Quelqu'un m'a dit que je pouvais ramasser du sable si je voulais me faire un peu d'argent pour vivre. Donc j'ai commencé à faire ça. Et j'ai arrêté l'école. Officiellement, les autorités disent lutter contre le phénomène. Mais entre ceux qui le volent et les maçons qui le transforment en briques, le sable fait vivre trop de personnes. La police préfère fermer les yeux. Ce sable, il ne nous coûte rien. Donc c'est le seul moyen de se faire un peu de bénéfice. À défaut de s'attaquer aux causes de l'érosion, le Ghana tente d'en limiter les conséquences. Le pays construit des sortes de digues, appelées barrières de défense maritime. La première a été érigée ici, à Keta. Elle a coûté 80 millions d'euros. Moi, je suis né dans un village appelé Agbanou. C'était là, au niveau des bateaux. Depuis la construction de la barrière maritime il y a 15 ans, la côte ne bouge plus. Il en existe une quinzaine, mais elle ne règle pas tous les problèmes. Après sa construction, le courant s'est déplacé jusqu'au village de Blakoussou, juste à côté. Et maintenant, ce sont eux qui subissent l'érosion. Quelques kilomètres plus loin, voilà le résultat. Le constat est encore plus saisissant vu du ciel. Sans digue, la côte recule à une vitesse folle. Dans quelques semaines, avec la saison des pluies, de nouvelles maisons vont disparaître. Une situation urgente qui concerne la plupart des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Je rappelle qu'il y a 2 semaines, le Togo a lancé de gros travaux de protection de la côte sur le projet Waka. Dans le reste de l'actualité, la fin de la 22e convention des hommes d'affaires du plein évangile, c'est fini, un accomplissement pour les participants. Carmen Madjia Kapou. Le Saint-Esprit se manifeste ici dans sa plus grande dimension. Après 3 jours de convention et d'intenses prières, le peuple de Dieu se dit renouvelé. Pendant ces 3 jours, vraiment, nous avons reçu, le Saint-Esprit a agi au milieu de nous et moi particulièrement, je suis renouvelé. À cette convention de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, le peuple est appelé à s'unir, se lever et briller. Vraiment, j'ai senti la présence du Saint-Esprit, mais aussi j'ai senti l'espoir de l'avenir pour le Togo, pour les Togolais. Et vraiment, je sais que Dieu est avec vous. L'unité est le plus grand défi pour le développement d'une nation, ce qui interpelle les hommes d'affaires chrétiens. Et pour le président national de la communauté, cette 22e convention est un satisfecit total. Notre objectif est atteint. Les leaders sont les yeux de la nation. Les leaders sont les yeux de leur famille. Les leaders sont les yeux de leur entreprise. Et la Bible dit que est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Ils tomberont tous dans une fosse. C'est pour cela que la parole de Dieu aussi nous encourage qu'un peuple sans vision n'a pas d'avenir. Une famille sans vision
Un homme sans vision n'a pas d'avenir. Et c'est ce dont on nous a parlé. La 22e édition de la Convention nationale annuelle est couplée des 35 ans d'existence de cette association au Togo. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile est née aux États-Unis en 1952. L'organisation vise à amener les hommes d'affaires à placer Dieu au centre de leurs activités afin de témoigner de ces manifestations. Et du football aussi ce soir. Dans une semaine, l'autre vendredi à Bafilo, il sera donné le coup d'envoi du championnat scolaire et universitaire. L'annonce a été faite ce jeudi. Les précisions de Sergine Ramondo. C'est sur ce rythme que les championnats scolaires et universitaires 2023-2024 vont vibrer désormais. Fruit de la collaboration entre plusieurs artistes avec en maître d'orchestre son traîneau Raphaël, ce team est porteur d'un message de motivation. Le titre du morceau d'abord c'est « Allons chercher la victoire ». Donc c'est pour exhorter tout un chacun à donner le meilleur de lui-même pour mieux représenter son école. Et après représenter le Togo aussi parce que ça ne se limite pas seulement qu'aux écoles. Il y a la participation du Togo même au championnat scolaire à l'international. Allons chercher la victoire, résultat des efforts consentis par le ministère des Sports et des Loisirs pour rendre les championnats scolaires et universitaires plus attrayants. Au programme de cette édition grand format, l'attraction, la diversité, l'innovation. Cette année, nous passons de 2 disciplines à 5 disciplines. Il y a le football. D'abord, au niveau du football, il a été introduit les U17, en plus des U15, il y a l'athlétisme, il y a le handball, il y a la natation et le judo. Ça reste des innovations parce que nous avons déjà organisé le championnat scolaire et universitaire dans plusieurs disciplines, mais rarement on n'a fait qu'à un sport de combat et un sport nautique. Madame le ministre des Sports et des Loisirs a voulu faire un clin d'œil à ces disciplines dans la perspective de pouvoir les vulgariser. La compétition démarre ce vendredi 25 novembre 2022 sur le terrain municipal de la ville de Bafilo à partir de 14h. Et l'autre grosse actualité du foot, c'est bien sûr la Coupe du Monde au Qatar. Nous sommes à jour J-3, direction Doha. Comment s'organisent déjà les arrivées sur place? Voici ce reportage TF1. Ciel, la fête s'apprête à commencer. Des stades flambant neufs qu'on aperçoit parfois depuis l'avion. Et à bord, déjà, le message était clair. À Doha, la Coupe du Monde se déguste dès l'atterrissage. Dans l'aéroport, personne n'y échappera non plus. Le Qatar a vu les choses en très grand. Alors à peine arrivé, c'est de l'enthousiasme qu'on a cherché. Et nous en avons trouvé grâce à ce groupe de travailleurs indiens qui nous a abordés pour danser devant la caméra. Nous, on supporte le Qatar pour la Coupe du Monde. Mais vous êtes payés pour défiler dans la rue? Le Qatar, c'est notre sang. C'est notre sang. On aime le Qatar. Pour tout vous dire, ce premier contact sur place nous a laissé bouche bée. Alors on a continué notre chemin, direction le métro sous un soleil de plomb. Casquette obligatoire et des stations assez éloignées les unes des autres. Bon, le trajet ne nous est pas revenu trop cher. Alors, le billet nous a coûté 1,50 € pour la journée, mais durant la Coupe du Monde, grâce à une petite application qui sera offerte aux supporters, tous les trajets en métro seront gratuits. Le métro de Doha, c'est l'une des polémiques de cette Coupe du Monde. Le chantier d'une de ces lignes et les conditions de travail de certains ouvriers employés par une filiale de Vinci intéressent la justice française. Mais la plupart des spectateurs seront obligés de l'emprunter. La rame nous dépose à seulement 10 minutes du stade de Ras Bouaboud. Pratique. Mais certaines enceintes sont si loin du métro que les spectateurs devraient marcher environ une demi-heure pour pouvoir aller s'asseoir en tribune. Par cette chaleur, ça risque d'être difficile. Car en ce moment à Doha, il fait encore 35 degrés dehors à l'heure des premiers matchs. Alors pour échapper à la chaleur, nous avons été nous réfugier au souk, où les théières pour touristes côtoient les produits dérivés plus ou moins officiels. Le ballon coûte 20 €. Mais le vendeur m'a dit que le vrai coûtait 10 fois plus. D'ailleurs, parlons argent. Où peut-on se loger? Aucun des hôteliers que nous avons rencontrés n'a voulu nous dire face caméra
que les prix des chambres encore disponibles allaient flamber durant le mondial. Ici, c'est x5. 2400 € la nuit pour une chambre de base dans cet hôtel 5 étoiles. Et 5 étoiles, c'est la norme à Doha. Alors on a cherché moins cher. Et pour cela, il a fallu quitter la ville et faire même une dizaine de kilomètres dans le désert. Bienvenue à Al Janoub, où derrière ces murs, des centaines d'immeubles similaires se font face. Quasiment pas de commerce, 12 chambres par bâtiment. Alors voici la chambre de milieu de gamme. 2 lits, 2 placards, une salle de bain. Chaque étage se partage une toute petite cuisine. Le prix, 50 € par personne et par nuit. Vous vous en rendez compte, c'est assez sommaire. 20 000 supporters, dont des centaines de Français vont loger ici au milieu de nulle part. Une zone surtout accessible en bus. D'ailleurs, les logements ne sont pas encore complètement terminés. Des ouvriers asiatiques et africains pour la plupart, que les supporters ont peu de chances de croiser. Ils vivent dans la zone industrielle de Doha, à environ 20 km de là. Il y a quelques semaines, nous nous sommes rendus dans ce quartier où habitent 400 000 personnes, dans des conditions souvent précaires. Ce livreur sri-lankais nous a alors accueillis chez lui. 6 par chambre, pas de table, la promiscuité absolue. Ça doit être dur ici. On va dire que c'est normal. On touche un salaire en fonction de notre travail. C'est pas si dur. Devant notre caméra, personne ne s'étendra davantage pour raconter la fracture entre cette banlieue pauvre de Doha et ces beaux quartiers, mis en valeur pour la venue des supporters. Et en rapport avec la Coupe du Monde Qatar, eh bien voici ce communiqué de la HAC. Dans le cadre de la 22e édition de la Coupe du Monde de football qui se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022, la société New World TV a acquis auprès de la Fédération internationale de football association FIFA, à la suite d'un appel d'offres, les droits de diffusion de la compétition dans les pays d'Afrique subsaharienne. Cette licence obtenue auprès de l'instance mondiale de football fait de New World TV la détentrice exclusive des droits de retransmission de cette compétition majeure avec tous les effets de droit qui y sont attachés. Nonobstant cette réalité, il circule sur certains médias des informations qui laissent croire que certaines chaînes de télévision autre que le détenteur exclusif des droits de retransmission, s'apprête à diffuser la rencontre de cette Coupe du Monde de football. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, dans une correspondance de la communication, porte à la connaissance de l'opinion que dans une correspondance en date du 15 novembre 2022 qui lui a été adressée, la FIFA réitère la détention exclusive des droits de diffusion par la société New World TV. Par conséquent, toute retransmission partielle ou totale de cette compétition par un quelconque diffuseur est formellement interdite. En sa qualité d'organe de régulation des médias au Togo, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication invite tous les médias et sociétés de diffusion exerçant sur le territoire national au respect scrupuleux de la décision de la FIFA. Tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi au Togo, communiqué de la HAC. Autre communiqué à suivre ce soir, le ministre des Armées communique les candidats ayant pris part au concours d'entrée à l'École nationale des sous-officiers de Témédja du 2 août 2022, dont les noms figurent sur la liste que vous pourriez consulter dans Togo Presse, sont déclarés admissibles et sont priés de se présenter au centre d'entraînement des opérations de maintien de la paix à Adidogomé le 22 novembre 2022 à partir de 6 heures en vue de la visite médicale préliminaire suivie des épreuves sportives. La liste de ces candidats sera publiée dans le quotidien Togo Presse et affichée dans les brigades de gendarmerie des préfectures. Les candidats se présenteront au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix en tenue de sport munis de leur carte d'identité en cours de validité et de la carte de vaccination contre la Covid-19. Tout candidat qui se présentera dans les délais prescrits, qui ne se présentera pas dans les délais prescrits, sera considéré comme démissionnaire. Compte tenu du contexte pandémique actuel, le respect des mesures barrières et des rigueurs. Pour toute information complémentaire, priez consulter le site web du ministère des Armées www.defense.gouv.tg. Il est porté à la connaissance des candidats ayant pris part au concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale, session du 24 septembre 2022,
que les résultats des admis sont affichés à l'École nationale de formation sociale à Lomé, Université de Lomé, et dans les directions régionales de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Par ailleurs, les candidats admis effectueront leur rentrée académique le lundi 21 novembre 2022 à 7h30 à l'École nationale de formation sociale à Lomé. Et le dernier communiqué ce soir, c'est encore un communiqué du ministre des Armées. Le recrutement militaire au titre de l'année 2023 aura lieu du lundi 28 novembre au jeudi 8 décembre 2022. Les candidats ayant déposé leur dossier et ceux n'ayant pas pu déposer les dossiers à temps pourront se présenter le jour de recrutement dans leur préfecture d'origine ou de résidence avec un dossier complet. Les candidats se présenteront dans les centres de recrutement en tenue de sport munis de leur quittance et de leur carte d'identité en cours de validité à partir de 6 heures. Compte tenu du contexte pandémique actuel, le respect des mesures barrières et des rigueurs, le calendrier de recrutement sera publié dans le journal Togo Presse. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site web du ministère des Armées www.defense.gouv.tg, communiqué et signé de la ministre des Armées et Sosdimna Marguerite Niakade. Et ceci referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout et sur la télévision togolaise et précisément de Aplaou Yokwe au Ghana et de Landa Bozanda dans la Kosa. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée à vous.